Et voilà. C'est encore quelqu'un qui arrive, Bruno. Lui, je connais, c'est un collègue traducteur qui est dans l'Ouest, en Colombie-Britannique. On va laisser arriver. Alors, ben, je te souhaite la bienvenue au balado autour du traducteur. Puis, je suis très contente que tu aies accepté l'invitation parce que on est dans deux mondes différents, Marie-Claude. Toi, tu es très terminologie, moi, je suis très traduction. Et je me rends compte que nos deux mondes doivent se parler davantage parce que la terminologie évolue très vite et que c'est nous, les traducteurs, qu'on est sur la première ligne à traduire des textes dans des technologies qui arrivent et à proposer des équivalents ou à créer des équivalents. Alors, c'est pour ça que je trouvais ça important d'essayer de renouer, faire le pont entre nos deux mondes. Alors, tu es professeur à l'Université de Montréal et on a quelque chose en commun. On a évolué à l'Université Laval, toutes les deux. On faisait nos doctorats mutuellement, encore là, dans nos deux mondes respectifs, mais on a croisé deux personnes tout à fait merveilleuses, Jean-Claude Boulanger et Pierre Auger, qui nous ont quittés. Moi, j'en ai moins, j'ai un petit peu plus connu Jean-Claude Boulanger. J'ai eu la chance d'avoir des cours avec lui. Et ton directeur de thèse, Pierre Auger, est-ce que tu veux nous en parler, nous dire un petit peu, toi qui les as plus Oui, ben, côtoyés? oui, ben d'abord, merci de l'invitation. Bonjour tout le monde. Oui, ça me fait très, très plaisir de parler de ces deux personnes là, que j'ai côtoyées quand j'étais étudiante il y a quelques années. En fait, mon directeur de thèse, c'était Jean-Claude Boulanger. Ah, Euh, désolée. oui, j'ai travaillé comme auxiliaire de recherche avec Pierre, donc j'ai collaboré en fait avec les deux personnes. Jean-Claude a dirigé ma maîtrise et a co-dirigé mon doctorat. Donc, je l'ai côtoyé pendant 5 ou 6 ans. Pierre aussi, puisque leur bureau se trouvait côte à côte, du moins quand j'étais étudiante. Donc, ces deux personnes étaient terminologues. Jean-Claude aussi, très lexicologue, en fait. Il adorait les mots. Euh, il nous en parlait. Il y avait une lumière dans les yeux. Les dictionnaires. Il aimait beaucoup l'objet dictionnaire aussi. Donc, j'ai suivi beaucoup de cours avec lui. Avec Pierre, je pense que j'ai suivi un cours où j'ai même été auxiliaire d'enseignement avec Pierre. Dans les deux cas, ils ont eu une très, très grande influence sur mon parcours, mais pas uniquement sur le mien, en fait. Il y a des collègues, donc on est une génération d'étudiants qui se sont convertis à la terminologie, donc des étudiants qui ont commencé à étudier en traduction, puis qui finalement se Mm. sont retrouvés à se spécialiser en terminologie. Je pense à Jean Quirion, qui est maintenant à l'Université d'Ottawa, et Patrick Drouin, qui est mon collègue là, à l'Université de Montréal. Donc, qui ont aussi beaucoup travaillé avec peut-être Jean un peu plus avec Jean-Claude et Patrick un peu plus avec Pierre, mais qui ont bien connu les deux personnes aussi. Moi, j'ai un bon souvenir de Jean-Claude Boulanger parce que je l'ai côtoyé à la maîtrise en traduction et terminologie. Je te dirais, c'est à peu près le seul professeur qui m'a dit, au lieu de, parce que je devais lui remettre un travail de fin de session, puis je sentais que c'était moins le travail qui était important que d'aller à l'ACFAS pour voir comment écouter les communications sur la terminologie et il m'a demandé après ça de faire un compte-rendu de la phase de ce que j'avais vu. Et je trouvais que il était c'est ça, il était encourageant, il était très positif. Et puis, c'est pour ça malheureusement, tu m'as appris que Jean-Claude était décédé un peu avant la pandémie, hein, c'est bien ça? Et que Pierre nous a quittés en décembre dernier. C'est bien Il y a ça, quelques mois, il y a oui, c'est quelques ça. mois. En tout cas, ils nous ont laissé un très bel héritage. Et puis, je fais appel à tes lumières parce que nous, traducteurs, on est un peu dans l'ombre. Euh,
Là, peux-tu nous parler un petit peu de... Parce que nous, on travaille en cabinet. De plus en plus, Monsieur Barabé était venu nous présenter un petit peu l'évolution du marché de la traduction au balado, puis il nous a expliqué que de plus en plus, les traducteurs retournent travailler en cabinet ou pour des agences. Donc, ils sont appelés à faire de tout, donc la terminologie aussi. Et peux-tu nous dire un petit peu la différence entre terminographie et terminologie? Ben, oui, c'est une différence, une distinction qui a été faite il y a quelques décennies. Et Mhm. l'idée, c'était de reproduire un peu le parallèle qui existe entre lexicologie et lexicographie. Donc, terminologie renverrait un peu plus au volet fondamental de la discipline, les modèles théoriques. Terminographie un peu plus au volet appliqué, donc développement de ressources, description de termes dans des ressources, etc. Maintenant, dans les faits, on utilise beaucoup de terminologie pour faire référence aussi au volet appliqué. Donc, la distinction qui existe entre lexicologie et lexicographie, ou le parallèle qu'on fait Mhm. entre les deux champs disciplinaires, n'est pas parfait, en fait. Donc, souvent, on utilise terminologie comme une sorte de générique pour faire référence à tout. Donc, le volet OK. fondamental. Je pense que ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la terminologie, c'est une discipline qui est née dans un contexte appliqué, c'est-à-dire que c'est une discipline qui existe pour répondre à des besoins soulevés par des pratiques, en fait. Donc oui, il existe une théorie, des théories de la Mhm. terminologie, mais les modèles théoriques sont souvent là pour répondre à des questions assez soulevées par la pratique, ce qui est peut-être pas toujours le cas dans d'autres disciplines comme la lexicologie, la linguistique. C'est très structuré. Et je me rappelle aussi, dans les années que j'étais encore à l'université, qu'il y avait une collaboration entre le Robert et les terminologues. Il y avait certains étudiants qui allaient faire des stages. Donc, on voyait donc qu'il y avait terminologie et lexicographie. Ça marchait main dans la main à cette époque-là. Robert venait chercher nos terminologues. Est-ce que ça s'est Oui, poursuivi? ben, je pense, je sais pas si la collaboration avec la maison Le Robert se poursuit, mais il y a certainement des liens étroits entre lexicographie et terminologie. Je pense qu'ils se sont même resserrés depuis l'avènement des outils informatiques, l'utilisation des corpus en format électronique. Donc, s'il y avait des rapprochements avant l'existence ou l'accessibilité de ces outils-là, c'est encore plus vite, là. Ah, c'est C'est fantastique. grosso modo les mêmes méthodes, là, les mêmes outils. Ah, d'accord. Et moi, il faut que je mette à jour mes connaissances. Pour moi, un thème aussi, ça c'était l'autre grande interrogation, parce que j'ai été réviseur et je me rendais compte que ben, je suis encore réviseur, là, que les plus jeunes ont du mal à identifier un terme. Je ne sais pas, moi, instinctivement, j'y vais très intuitivement, il me semble que je vois tout de suite le terme. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Aujourd'hui, les programmes en traduction ont évolué, comme on en parlait lors de notre rencontre préparatoire. Il y a beaucoup de gens qui font des certificats, qui vont faire peut-être un certificat en littérature puis deux certificats en traduction. Donc, ou des gens qui ont fait une partie de leurs études en histoire, donc ils ont très développé le côté recherche, mais moins terminologie. Il y en a aussi qui ont quitté leur milieu de travail, qui était, mettons, en médical, puis qui s'en vont en traduction médicale. Donc, ils ont une connaissance intuitive de la terminologie, mais pas de la théorie. Donc, il y a toutes sortes de cas de figure. Donc, puis aujourd'hui, on parlait de la multiplication des termes qui arrivent. Toi, est-ce que tu pourrais nous ramener à la base, la différence, la question fondamentale, c'est quoi la différence entre un concept puis un terme? Pour moi, c'est la Ah, même chose. C'est quasiment la ouais, même chose. ouais, ben, théoriquement, en fait, le terme, c'est l'union entre un concept et une dénomination. Donc ça remonte aux origines de la terminologie. Ça reprend un peu l'idée du signe linguistique dans lequel on Dans la retrouve une partie signologie. contenu signifiant et une Mhm. partie contenant, donc un support matériel qui est qu'est-ce que j'ai dit, le partie contenu qui est le signifié,
et le support matériel qui est Et ça nous ramène à la le... sémiologie, hein? C'était ça, là, le point de départ, si je me rappelle très. OK. Mais oui, donc le terme, théoriquement, c'est défini de cette manière-là. Donc, l'union d'un concept bien délimité et d'une dénomination, donc une expression linguistique qui va servir à dicter ce concept-là. Maintenant, dans les faits, ce qu'on voit dans les textes, et les traducteurs sont aux premières loges, là, Mhm. ce sont effectivement des manifestations linguistiques d'abord, pas le concept, hein, ce sont d'abord des termes que les traducteurs repèrent et ils doivent, pour les termes dont ils connaissent pas le sens ou les termes pour lesquels ils n'ont pas accès encore au concept, ben, ils doivent faire la recherche pour retrouver ces renseignements-là. Donc, je sais pas si ça répond à ton... Mais la difficulté que je vois en tant que réviseur, quand je révise par exemple, j'ai révisé des stagiaires, parce que maintenant, le programme de stage est très développé, c'est une formule très courante. Un traducteur, ça prend à peu près 3 ans avant d'être capable de vraiment voler de ses propres ailes, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à intégrer. Donc, la difficulté, c'était de, de leur expliquer. Moi, je voyais le terme, mais j'arrivais pas à leur dire ben, pourquoi c'est un terme. Eux, ils me disaient ben, c'est un mot, c'est une explication que l'auteur donne dans le texte, surtout dans les textes qui portent sur des technologies de pointe. Ils vont percevoir, moi, je vais percevoir le terme en devenir très rapidement parce que je vois déjà, j'en ai tellement vu. Puis eux, ils vont dire, ben non, c'est une description que l'auteur donne. Puis surtout quand les auteurs s'essayent à donner deux, trois, parce que les auteurs, le terme, il ne s'impose pas tout seul, là. Il y a des tentatives, là, deux, trois, quatre tentatives de différents chercheurs ou spécialistes. Puis à un moment donné, il y en a un oups, qui prend le dessus. Alors, c'est ça que je trouvais difficile. Puis l'autre chose aussi, tu me parlais que dans tes cours, c'était un peu ça que tu voyais, c'est leur apprendre à dépister, qu'est-ce qu'il y a en arrière d'un terme. Oui, ben en fait, on aborde la notion de terme d'abord de manière intuitive. Donc, je donne un exercice, un texte qui est pas forcément compliqué, mais où je leur demande en fait d'identifier dans le texte ce qui, à leur avis, correspond à un terme. Donc, de mettre de côté le reste et essayer de voir pourquoi, à leur avis, ils estiment que l'unité ou les unités qu'ils relèvent correspondent à des termes. Puis là, on commence à discuter de cette notion-là. Dans les textes, il y a un certain nombre d'indices qui permettent qui nous aident en fait à faire ce type de relevé. Euh, S'il y a un terme, une forme linguistique qu'on n'a jamais vue, on est souvent porté à dire ou à définir cette unité-là comme un terme. Je pense, je sais pas, si on a un texte médical puis on voit un terme avec une forme linguistique, avec des formants grecs ou latins, spontanément, on va dire qu'il Ah s'agit d'un oui, là, terme. tu touches un point. Oui. Mais il s'agit d'un indice parce qu'il y a des termes, en fait, qui n'ont pas de forme inhabituelle. Mais si on voit une Hmm. forme inhabituelle, voilà, c'est un premier indice. Un autre indice, c'est de voir un mot utilisé dans un sens qui semble différent du sens qu'on connaît. Donc là Ah. aussi, on va dire, bah, là, peut-être qu'on a affaire à un terme ici. Ou encore une combinaison de mots qui est aussi inhabituelle. Euh, D'autres indices sont fournis par les auteurs, en fait, des textes spécialisés. Si tu parlais de choses nouvelles Mhm. ou de concepts nouveaux, parfois les auteurs vont prendre des précautions et vont utiliser des formulations comme ben, cette, X terme Mhm. se définit comme ou on appelle telle chose X qui correspond au terme. Donc, ces différentes formulations sont aussi des indices euh, pour aider la personne qui ne connaît pas le domaine à définir un statut terminologique pour une unité. Maintenant, c'est pas tous ces indices-là qui font qu'un terme est un terme, puis c'est là la difficulté, en fait, c'est que les traducteurs, les terminologues
sauf exception, ne sont pas experts des domaines Non, sur c'est lesquels on ça. leur demande de Mhm. travailler. Donc, ils doivent un peu confirmer ces intuitions-là et ils doivent arriver, en fait, à établir un lien entre les unités qu'ils ont et le domaine de spécialité. Donc, on travaille beaucoup, on parle beaucoup de la notion de domaine et la façon de délimiter ce domaine-là et de voir la place qu'occupe le terme à l'intérieur de ce domaine-là. Puis c'est à ce moment-là qu'on a cette certitude. En dernier recours, ben, c'est l'expert qui est consulté et c'est l'expert qui peut nous aider à valider. Donc ça, c'est plutôt les méthodes de travail en traduction. On n'a peut-être pas toujours le loisir ou le temps de consulter un expert. Non, c'est ça. C'est ça. Pour les cas qui restent, voilà, on valide auprès d'un expert. Mm. Puis, il y a aussi une autre chose que je trouvais fort intéressante, parce que là, je mets toujours à jour ma carte mentale de la terminologie. Quand je faisais mes études en terminologie, c'était des substantifs qui étaient des termes. Et ça a évolué. On a rajouté les adjectifs, les verbes, les adverbes aussi. Est-ce qu'on... Oui, je trouve Quelques ça. adverbes, oui, ça peut arriver. Souvent, il s'agit d'adverbes qui sont dérivés d'adjectifs, là, mais il y en a moins que les autres parties du discours. En fait, oui, c'est la terminologie traditionnellement, c'est beaucoup intéressé au nom. Les modèles théoriques à l'origine sont vraiment nous permettent de répondre ou de gérer tout ce qui est nom, de décrire les noms, de les représenter dans des ressources. Euh, les modèles classiques sont moins bien équipés pour gérer d'autres parties du discours, comme le verbe ou l'adjectif. Mhm. Mais en lisant des textes spécialisés, c'est difficile de mettre de côté certains verbes et certains adjectifs. Donc, je pense au domaine de l'informatique, qui est un domaine auquel je me suis intéressée au début de ma carrière. Des verbes comme télécharger, Mhm. configurer, tout le monde spontanément va dire, ben, c'est spécialisé, oui, ce sont des termes. Mais c'est ça, la terminologie était moins bien équipée pour gérer ce type de termes. Parce que les verbes ne fonctionnent pas comme des noms qui désignent des objets comme ordinateur ou souris. Donc, il faut aussi trouver des moyens pour les décrire en tenant compte de leur propriété. Est-ce que tu penses que le GDT s'est adapté à cette réalité-là, le Grand Dictionnaire terminologique? Je pense qu'on voit davantage de fiches portant sur des verbes et des adjectifs. C'est peut-être moi qui est déformé, qui souhaite en voir beaucoup, Ah oui, mais oui, ben, si tu veux, moi on va t'aider. c'est ça, moi qui ai une déformation peut-être, mais Non, mais j'ai bonne l'impression, déformation. oui, qu'il y a davantage d'articles qu'il y en avait auparavant, des articles qui portent sur des verbes et des Et les adjectifs. adjectifs. Et puis je te dis que nous autres, on est déformés de l'autre côté. Parce que nous autres, on est toujours dans les co-occurrences. Quand Oui, dans Antidote, ben, ça touche la même chose. Tu vas chercher un terme, puis Antidote, ben, il met tout, là, que ce soit des termes ou des noms avec les verbes qui vont avec, les adjectifs et tout ça. Fait que je trouve qu'il y a comme ouf, c'est pas oui, évident. mais ce sont des ressources vraiment intéressantes. Puis l'accès à des grands corpus a permis justement de concevoir des ressources où on répertorie les colocations. Donc ça, c'est vraiment très, très, très utile. Maintenant, il y a peu de ressources spécialisées qui répertorient les colocations. Il y en a. Un grand classique, c'est le dictionnaire de co-occurrence dans le domaine de la bourse, donc de Betty Oui, Cohen. ouais. Il y en a d'autres, là, mais il y en a pas des masses. Le dictionnaire de co-occurrence, donc les co-occurrents qui sont répertoriés dans Antidote sont très, très utiles, mais voilà, on fait pas le tri entre ce qui est spécialisé et ce qui est Non, général, donc c'est c'est à ça. l'utilisateur de faire ce tri-là. Exactement. Encore là, c'est pas facile de dire que c'est un terme à quelqu'un qui commence en traduction, de dire ben non, j'ai vu ça dans Antidote, puis c'est vrai que c'est pas. Il y a aussi où est-ce qu'il y a aussi dans Termium, là, il y a une liste aussi de co-occurrents.
Euh, En fait, c'est ça, il y a très, très pas tant de ressources que ça. Et ce que je trouve de précieux dans Antidote, c'est qu'il y a une barre qui indique la fréquence d'utilisation. Alors, ça, puis je pense que c'est mis à jour assez régulièrement. L'équipe des infolinguistes met ça à jour. On va avoir d'ailleurs dans 2 semaines Marc-André Gaudry d'Antidote qui va venir nous parler de l'équipe des infolinguistes. Fait que je vais lui poser la question pour savoir comment ils font. Puis je vais lui poser une Ouais, petite question sur la terminologie. ben ça, c'est un bienfait aussi de l'accès à des grands corpus, là, puis de l'accès à des outils qui peuvent évaluer la fréquence rapidement. Donc ça, C'est ça, c'est exactement. fort utile. Puis, donc, en fait, pour revenir au traducteur puis au terme, donc, on a parlé des difficultés pour le traducteur de l'identifier. Et aussi, le terme, c'est pas juste pour les traducteurs. Il y a d'autres langagiers qui utilisent le terme, mais ils ne le voient pas, ils le perçoivent pas comme en traduction, hein, c'est ça? Tout à fait. En fait, la notion de terme n'est pas la même pour tout le monde. Mhm. Même entre traducteurs et terminologues, là, on définit pas la notion de terme de la même manière. Mais il n'y a pas que les traducteurs et les terminologues qui s'intéressent aux termes. Il y a des personnes, donc les chercheurs ou les professionnels des sciences de l'information, pour qui le terme, c'est un mot-clé qui va décrire le contenu d'un document ou le sujet, ou le ou les sujets d'un document. Pour un expert, un terme, c'est le véhicule d'une connaissance, euh, quelque chose qui va devoir faire apprendre à des gens qui veulent devenir experts. Donc, toutes ces personnes abordent la notion de terme différemment. Et il y a un travail très intéressant qui a été fait, qui n'est pas un travail très, très récent, qui a été publié donc en 2001. C'est une chercheure de l'Université Pompeu Fabra qui s'appelle Rosa Estopa, qui avait demandé en fait à 4 groupes d'experts de relever dans un texte des termes. Donc, ce qu'ils croyaient, eux, être des termes, un peu comme ce que je fais avec les étudiants dans mes cours de terminologie. Et ces groupes d'experts, en fait, il s'agissait donc d'une part de terminologues, de traducteurs, de donc de ce qu'on appelle, de ce qui est appelé dans son article des indexeurs, donc des personnes en sciences d'information qui repèrent des mots-clés, et des médecins, parce qu'il s'agissait d'un texte de médecine. Ah, Et en fait, ce que son travail, donc ce que son enquête a montré, c'est que chaque groupe d'experts produit un relevé différent. Puis les différences sont assez importantes. Donc, d'une part, en termes de nombre de termes relevés, donc chaque groupe d'experts relève un nombre de termes différents, mais le type de termes relevés aussi varie. Et le groupe des traducteurs aussi, dans le groupe des traducteurs, il y avait des différences parce que c'est aussi lié on t'en parlait au début de l'entrevue, euh, à l'expérience du traducteur. mhm, Donc, si mhm. c'est la première fois qu'il aborde un texte portant sur un domaine X, euh, sa liste, donc ce traducteur risque d'avoir une liste beaucoup plus longue que le traducteur qui a déjà travaillé sur ce domaine-là. Ah, c'est pas. OK, je pensais que c'était le contraire, qu'il y avait une liste plus courte. Ah, ben, mon Dieu. OK, je comprends. Oui, parce que nous, lui, il y a comme un flou chez le novice ou la novice qui fait que va relever plus de termes que passé, là. Peut-être qu'il y a un peu de cet Ben, aspect-là. en fait, moi, je suis pas traductrice, mais intuitivement, donc un traducteur d'expérience a sans doute pas besoin de faire un relevé très, très long puisqu'il connaît déjà les sens de certains termes, il connaît déjà peut-être leurs équivalents, même les équivalents préférés, alors qu'un traducteur qui aborde un Ah, domaine OK, pour la on première ne fois, parle pas de la même chose. OK. ah, Alors, ça nous amène à la réalité en milieu de travail, dans les cabinets puis les agences, où on doit travailler en équipe. Quand on a des très, très gros projets, on peut être 4, 5 personnes et qui a un besoin d'uniformiser la terminologie. Donc, là, je trouve ça intéressant aussi, ce qui peut nous obliger à faire beaucoup de fiches
pour être sûr qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va prendre un terme. Euh, il y a un terme qui me vient à l'esprit actuellement parce que les changements climatiques sont dans, c'est cas de le dire, sont dans l'air du temps. Là, on en parle beaucoup, beaucoup. Donc, moi, j'en ai traduit beaucoup. Et le terme carboneutralité est bien implanté au Canada, au Québec, et les adjectifs carboneutres et tout. Et en Europe, c'est très, très peu utilisé pour désigner la même. Ils vont parler des effets zéro, net zéro et tout ça, là. Ils utilisent très rarement carboneutre. Alors, quand on traduit, parce que là, c'est la réalité aussi, on traduit pour des cabinets qui ont des collaborateurs en Europe, en Amérique du Sud, un peu partout dans le monde. C'est plus tout le monde à la même place. Donc, il faut vraiment faire bien attention à cet aspect-là. Moi, je trouve qu'on fait plus de fiches, même si on connaît les concepts, pour éviter les erreurs. Ah, c'est intéressant. Oui, Mais c'est oui. ça, je pense que l'enquête de Stoppa n'abordait pas cet aspect-là. Ce qu'elle essayait de voir, en fait, c'est, bon, ben, pour chaque groupe d'experts, on leur demande de relever ce qui, à leur avis, dans ce texte correspond à un terme. Et puis, là, il n'y avait pas cet aspect, ah, travail d'équipe, Ah. planification pour des projets à venir, Mais etc. sais-tu, je Ben t'écoute, oui, c'est tout à fait intéressant. ce que tu dis là, ça fait que justement, certaines personnes vont se dire, ben moi, je maîtrise mon domaine, je ne sens pas le besoin de faire de fiches. Alors, le besoin de faire des fiches n'est plus le même qu'avant, là. C'est plus pour le travail d'équipe. Ça, c'est très, très présent, là. Euh, c'est ça. OK. Là, je viens de. Hey, on fait des prises de conscience. C'est vraiment intéressant. Et l'autre aspect aussi dans les cabinets et les agences, ce que je vois, c'est la façon dont les données, les termes sont organisés parce que les cabinets ont le souci de faire des profits, ce qui est tout à fait normal, sans quoi ils mettraient la clé dans la porte. Donc, leur souci, c'est de classer la terminologie en fonction des clients et non pas en fonction, comme tout à l'heure, tu disais, un terme est rattaché à un arbre de domaine ou à un réseau de concepts, ce qui serait la bonne façon, la bonne pratique, la pratique exemplaire, comme on dit en gestion. Mais eux, ça va être d'y aller par client. Donc, ça amène peu de recoupement, peut-être sans doute beaucoup de. Ça serait intéressant de voir là, s'il y a quelqu'un qui veut faire un doctorat, c'est un appel à tous. Voir si il y a beaucoup de fiches qui se font inutilement parce que à cause de cette approche-là. Et on est plus aussi dans le ici et maintenant parce que il y a beaucoup de pression pour produire davantage parce qu'on a l'impression qu'avec la post-édition, on peut produire davantage. Ça, c'est un autre, je ne suis pas tout à fait convaincue de ça, mais on a beaucoup de pression, donc on nous laisse moins de temps pour faire des fiches et la terminologie est de plus en plus euh, perçue comme une perte de temps plutôt que comme un investissement Mm. parce qu'on est dans le ici maintenant. Pardon. Tandis que si on a la chance de travailler pour une organisation qui peut avoir un service de terminologie, alors là, c'est tout à fait différent, là. Mais Mais en fait, l'information relative aux clients, je pense que c'est pas, ça peut tout à fait être ajouté à une base de données terminologique qui a été conçue. Je pense que ce qu'on nous dit, en fait, en matière de bonne pratique, c'est que une base de données terminologique doit être doit être organisée autour des concepts. C'est-à-dire que chaque entrée doit correspondre à un concept qui est associé à un domaine. Une fois qu'on a fait ça, on peut très bien dire, ben, ce concept, pour tel client, on ah, préfère ce terme, pour tel client, on préfère ce terme. Les outils le permettent sans difficulté. Là où il y a un souci, c'est que si effectivement on a des listes associées à des clients, il est possible que le même concept se retrouve dans différentes listes et là, on peut plus difficilement c'est faire ça, les rapprochements entre exactement. les concepts. Hmm. Tu vois, ce qui se fait actuellement justement pour contourner cette difficulté-là, c'est qu'on demande aux traducteurs de mettre des étiquettes pour tel client. Puis généralement, les cabinets ont peut-être des fois deux, trois clients qui offrent le même type de texte. Donc, on demande aux traducteurs de mettre des étiquettes pour ces trois clients-là.
Et on fait aussi attention parce qu'il y a des mots justement qui sont tellement passe-partout. Parce que, en fait, actuellement, je sais pourquoi je te parle de ça, c'est parce qu'on traite, on pré-traduit les textes et on plaque les termes dans. Il n'y a pas juste les mémoires de traduction, mais on demande au système de plaquer les termes dans le texte que le traducteur va traduire. C'est-à-dire qu'il va remplacer le terme. Si j'ai un acronyme en anglais, il va avoir l'acronyme en français. Or, on sait que les acronymes, il n'y a rien de plus délicat parce que tu peux avoir dans un domaine le même acronyme qui veut dire tout à fait autre chose que dans un domaine X, que dans un domaine Y. Donc, ça devient difficile, là. Je ne sais pas, on va voir en tout cas comment ça va évoluer parce qu'on parle beaucoup là, d'intelligence artificielle. Mais est-ce que tu pourrais aussi nous parler justement de l'organisation des données? Je lisais dans ton ouvrage que tu parles d'ontologie, de hiérarchie. C'est quoi la différence entre les deux? Euh, la- Vite, vite, vite de même. Vite, vite, vite comme ça. Ben, en fait, peut-être avant d'aborder la différence entre les deux, Oui. cette idée d'organisation, elle est au cœur de presque tous les projets de terminologie. Euh, on tient pour acquis que dans chacun des domaines, il y a une sorte de structure, puis que les termes reflètent cette structure-là. La structure peut être hiérarchique, c'est-à-dire que les concepts peuvent être organisés de manière hiérarchique. On a un concept générique, des concepts spécifiques, des bon. On a aussi des concepts qui désignent, pas des termes qui désignent des tout, puis des termes qui désignent des parties, mais on a aussi d'autres types de relations qui sont pas hiérarchiques, donc des relations entre une cause et un effet. On parlait des changements climatiques tout à l'heure, donc il y a énormément de causes qui sont Mhm, associées mhm, au changement absolument. climatique. Mais c'est ça, en terminologie, on a ce souci d'essayer de décrire cette structure d'une façon ou d'une autre. Donc, la partie hiérarchique, mais aussi les relations qui ne sont pas hiérarchiques. Là, on dispose de toutes sortes d'outils pour nous aider à décrire ou à représenter cette structure, une fois qu'elle est décrite, parce que ça reste quand même un travail qui est fait par l'être humain. Mhm, Euh, et puis, un de ces outils-là, c'est effectivement l'ontologie. L'ontologie au sens de modèle de représentation des connaissances. C'est probablement le modèle le plus abouti en matière de représentation des connaissances. Donc, dans une ontologie, on peut représenter les relations hiérarchiques, mais aussi relier les concepts au moyen de ce qu'on appelle dans une ontologie des propriétés, mais qui sont en terminologie des relations non hiérarchiques. donc, cause-effet, tout Cause-effet, parti. tout parti, mais en fait, la terminologie décrit ça comme une relation hiérarchique, mais dans une ontologie, c'est décrit comme une propriété. Mais tout ça, c'est technique, en fait. L'objectif, c'est d'avoir à terme une sorte de représentation. On peut s'imaginer un grand graphe Mhm, dans mhm, lequel on arrive à voir la place des concepts dans un domaine. Donc, un concept donné, on peut parler de changement climatique, on peut le relier à différentes causes. Lui-même a peut-être des effets. Donc, on peut décrire tout ça. Il y a peut-être des types de changements climatiques, donc refroidissement, réchauffement. Donc, on aura un portrait comme ça, très complet, de ce qu'est le changement climatique, en regardant les concepts auxquels ce concept-là est relié. Donc ça, c'est vraiment très cher à presque tous les projets de terminologie, cette idée de rendre compte de l'organisation des concepts. mhm. Et c'est ça qui nous manque. Tu vois, moi, j'ai essayé de travailler avec des cartes conceptuelles parce Ben, que. Ah, OK, ah, c'est ça? c'est un autre outil qui nous permet de dessiner, de représenter hein, Mhm. des relations en concept. Donc, Tu oui, vois, parce que moi, j'ai étudié, ma thèse de doctorat portait sur les processus cognitifs, puis la compréhension profonde, là, c'est ce qu'on appelle le modèle situationnel en psychologie cognitive. Là, on est en psychologie cognitive. Et c'est ça, c'est une carte conceptuelle. Autrement dit, souvent les traducteurs restent soit parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment le domaine, ils restent au niveau des chaînes de concepts dans la phrase. Mais la vraie, vraie, vraie compréhension, c'est qu'une fois que c'est
tu t'en vas, tu as une compréhension, tu as un agencement de connaissances qui sont dans le texte et ça, c'est. J'ai essayé de faire ça, mais je trouve que ça prend trop de temps, là. C'est trop chronophage dans les conditions dans lesquelles on travaille. Oui, c'est un exercice qui demande beaucoup de temps. Et puis, bon, les domaines évoluent aussi. Donc, une fois Mhm, qu'on l'a mhm. fait 2 années plus tard, il faut faire des petites mises à jour. Ouais, Donc, c'est je ne veux ça. pas décourager qui que ce soit, mais c'est vrai, c'est ça. C'est un exercice qui demande un certain temps. Tu disais tout à l'heure que la compréhension passe par je sais pas si j'ai bien Oui, 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 interprété, par c'est ça, par des l'organisation des données, concepts, absolument, dans le mais texte, dans le dans le texte. texte, mais je Ouais. pense aussi que ça passe par le niveau linguistique que tu évoquais, c'est-à-dire que les termes se combinent avec d'autres unités. Tout ça, ça contribue à favoriser notre compréhension Mhm. des termes. Les termes ne sont pas uniquement des étiquettes de concepts, ce sont aussi des unités linguistiques qui se combinent avec d'autres mots dans les textes. Et là aussi, c'est riche en enseignement, là. Absolument. Et c'est ça, là. En tout cas, je travaille là-dessus. Je ne sais pas si je vais y arriver à trouver une façon Il faut, d'approfondir. Il c'est faut. ça, il faut embaucher un ou une terminologue. Oui, absolument. Moi, je pense que c'est ça, avoir quelqu'un qui travaillerait là-dessus. Parce que lorsque je me suis résolue à faire, compte tenu de l'ampleur de la tâche pour un texte peut-être de 2000 mots, là, je fais plutôt je décortique des bouts de texte qui sont plus compliqués sous la forme de concepts. Là, surtout que l'anglais se prête beaucoup à ça. Tu sais comme moi que l'anglais aime beaucoup mettre un tas de substantifs qui servent d'adjectifs devant le substantif ou le nom principal. Puis là, on se demande qu'est-ce qui va avec quoi. Je m'en tire assez bien avec cette méthode-là. Je m'en sers pour ça, mais je n'ai pas encore trouvé une façon d'avoir une vue d'ensemble assez rapide, là. Puis là, je commence à comprendre pourquoi, là, parce que c'est très difficile. Effectivement. Puis, on avait aussi, tu parles dans ton livre des relations taxinomiques et des relations méronymiques. Ça aussi, c'est une type de, ça sert Ben, à rien de vue? ouais, c'est une autre façon de nommer. Donc, taxinomique, c'est les relations génériques spécifiques. Mhm. Et méronymique, les relations partie-tout. Parfois, on fait la distinction. Donc, quand on se situe au plan conceptuel, on va préférer relations génériques spécifiques, relations partie-tout. Quand on se place au niveau du lexique, on va préférer relations taxonomiques puis relations méronymiques, là. Mais là, ce sont vraiment des termes techniques là, qui Ouais, je étiquettent trouve ça grosso modo. vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment sous l'angle sous lequel tu le regardes qui va te faire adopter une approche taxinomique ou une approche méronymique. OK. Euh, non, je pense que c'est plutôt des choix de termes techniques faits par des auteurs. Mhm. Euh, Certains vont parler de relations, voilà, taxinomiques pour Ah, parler de OK. relations. Voilà, donc ils préfèrent cette terminologie-là plutôt que de dire relations génériques spécifiques. Qui est plus Donc, même courante. en terminologie, il y a beaucoup de variations. Donc, Bon, la relation d'accord. cause-effet est parfois appelée relation causale, donc il y a énormément de variations, là. OK, d'accord. Là, je commence à comprendre. Et puis, d'ailleurs, pour nous aider à se retrouver là-dedans, je pense que vous êtes en train de mettre ton équipe et toi au point des mini-formations pour nous aider. Ben, en fait, pour ceux qui s'intéressent à la terminologie, ouais, donc c'est sûr qu'à l'université, là, il y a des cours dans les universités canadiennes, il y a des cours de terminologie. Partout où on enseigne la traduction au Canada, on enseigne la terminologie. Mais pour des personnes donc qui n'ont pas le temps de suivre un cours de crédité Mhm, de mhm. 45 heures, on a pensé en fait offrir des petites formations, donc en formation continue, des petites formations qui ont une durée maximale de 10 heures, donc certaines ont une durée de 4 à 6 heures. Pour ceux qui souhaitent approfondir un aspect de la terminologie, donc les Mhm. modules sont thématiques, ils peuvent être suivis indépendamment les uns des autres aussi.
Donc ça, on espère, j'ai très, très hâte, là, on espère pouvoir Oui. les diffuser là, à partir de mars. Donc là, j'ai dit le mot mars, donc là, ça Ah, va nous mais mettre tu un as peu dit plus de mars, mais il y a pression. 31 jours dans mars. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Il n'y a Mais pas c'est de ça, problème. on vise mars pour lancer donc les premières formations. Les premières formations vont être offertes en français, mais on a Hmm? aussi le projet d'offrir des versions anglaises. Maintenant, en terminologie comme en traduction, les versions anglaises de formation ne sont pas uniquement des traductions, mais des adaptations, parce que tous les exemples doivent être Oh, adaptés là, wow, à la c'est langue. Ouais, vrai. c'est ça. Oh, wow, Mais wow. c'est intéressant, mais c'est ça, c'est un petit peu plus C'est long. plus de travail. Oui, absolument, absolument. Ça, je pense que ça prend quand même quelqu'un qui a des connaissances en terminologie. Cette formule-là, c'est pas quelqu'un qui... Ben, en fait, c'est conçu, ce sont des formations en terminologie avancée, entre guillemets. Mhm, Donc, quelqu'un qui est déjà dans la profession, donc soit en terminologie, soit en traduction, donc il connaît déjà les défis. Quelqu'un qui aurait suivi, un étudiant qui aurait déjà suivi un cours d'introduction à la terminologie. Donc, c'est ça, c'est plutôt ces étudiants-là qu'on vise. Maintenant, au début de chacune des formations, on propose un petit exercice d'auto-évaluation, simplement mhm, pour que l'étudiant s'assure que, voilà, il se rappelle des termes techniques utilisés pour étiqueter telle chose, donc concept, mhm, dénomination, mhm. structure conceptuelle, donc organisation des connaissances. Donc ça, c'est proposé au début de la formation. Et puis après, l'étudiant peut commencer la formation en tant que telle, là. Est-ce qu'on pourrait, on parlait justement des cabinets qui auraient intérêt à avoir des ressources formées en terminologie. Cette formule-là, parce qu'on connaît la loi là, du 1%, là, les entreprises au Québec doivent consacrer 1%. Là, c'est rendu 2% de leur masse salariale en formation, sans quoi ils donnent ça sous forme d'impôt, là. Puis c'est ça, je trouve, le nombre d'heures, je trouve que c'est assez court, ça pourrait inciter un cabinet à dire, ben moi, je trouve qu'on aurait besoin, j'ai un traducteur ou une traductrice très bon en terminologie, puis il pourrait pousser. Ben, Euh, j'espère. C'est un peu ça qui est visé aussi, d'offrir des formations relativement courtes, parce qu'on sait, là, les traducteurs, la plupart des professionnels, en fait, tout le monde est débordé. ah oui. Mhm, Donc, d'offrir des formations de 20 heures, ça risque d'être un petit peu moins invitant là, qu'une formation de 4 à 6 ben, heures, quitte c'est ça. à en suivre une autre plus tard, lorsqu'on aura un peu plus de temps. Donc, Ouais. c'est un peu ça qui est visé, en fait, offrir à des personnes très occupées Mhm, la possibilité de suivre des formations assez courtes. Dans ces formations aussi, on rencontre des experts de la terminologie, des experts dans d'autres domaines aussi. Donc, on donne la parole à différentes personnes là, qui ont quelque chose à dire sur la terminologie. est-ce que tu peux nous nommer Ben, ces en fait, experts-là? il y a une des formations qui sera offerte en MOOC, donc en cours libre et ouvert, donc qui sera gratuite. Et là, on a invité des personnes donc des terminologues, oui, mais aussi des personnes qui ne sont pas terminologues, mais qui doivent se poser des questions relatives à la terminologie dans le cadre de leur travail. Donc, on a quelqu'un qui a été, ben voilà, comme toi, Mhm. Traducteur, réviseur, réviseur, OK. des personnes directeurs de services linguistiques, Mhm, quelqu'un qui est consultante dans les grandes entreprises en matière de terminologie. On rencontre des enseignants mhm. de la traduction spécialisée, donc différentes personnes qui se définissent pas hein, forcément comme terminologues au départ, mais qui doivent gérer des problèmes de terminologie, peut-être pas au quotidien, mais régulièrement. Oui, puis il y a un autre problème aussi auquel je pense, c'est les rapports entre, je pense à une boîte pour laquelle j'ai travaillé où on avait une
personne qui s'occupait de la terminologie, mais elle faisait le pont entre le client et les traducteurs aussi. Elle avait des connaissances en terminologie, puis je me suis rendu, parce que c'était des textes encore là plus spécialisés. Donc, comment expliquer ça aux clients aussi, là, qui ne connaissent même pas ça, la terminologie, là, tu sais, fait que c'est assez, c'est vaste, là. Moi, je pense que Oui, vous allez avoir beaucoup de succès avec vos formations. ben j'espère, j'espère. Je vais les suivre, j'en suivre, là, c'est sûr, parce que moi, j'ai un programme de mentorat à l'extérieur, là. J'ai des jeunes que je dirige vers le marché de la traduction et je les ai, pour ce qui est de la terminologie, je les ai incités plutôt à développer l'habitude d'aller chercher des liens sur Internet, sur des sites fiables, mais sans leur demander trop faire de recherche sur définition contexte, comme on fait là, dans la démarche terminologique. Mais fait que j'ai beaucoup poussé de ce côté-là. Et là, le problème que je me rendais qui existe, c'est qu'il y en a qui ont du mal à aussi trouver le bon site web. Tu sais, ils vont prendre, ah, il y a un site web là, avec le terme, puis oui, ça va faire, je vais mettre ça au client. C'est pas si simple que ça aussi, là. La Non, non, qualité c'est des sûr. sources, là. La Ah qualité ouais, des il y a sources. une abondance d'informations, ça c'est le problème. Alors autant auparavant, aller chercher l'information, c'était un souci. Là, je parle d'une époque que les moins de 20 ans. Non, c'est ça. Puis aujourd'hui, Autant maintenant, c'est vrai ce que tu dis là. Aujourd'hui, c'est tout à fait l'opposé, ouais, c'est ça, effectivement. avec des sources de très grande qualité, mais juste à côté, quelque chose qui est vraiment fait à la va-vite. Ça C'est va ça, vite, c'est faut ça, faire le tri. Puis effectivement. ça, quand on commence, c'est pas évident là, de s'y retrouver. Non plus. Et puis aussi, et tu parlais aussi beaucoup des outils. Tu m'as parlé beaucoup des outils comme les extracteurs de termes, thermostat et tout ça. Ça aussi, c'est précieux, hein, c'est un outil très, très précieux parce qu'il sort il extrait quand même assez bien les termes de. Ben, en fait, oui, pour les terminologues, l'extracteur de termes, oui, parce que ça permet différentes choses. Donc déjà, ça permet d'extraire donc ce qu'on appelle des candidats termes, parce que c'est un traitement automatique. Donc même l'extracteur de grande qualité va extraire des choses qui correspondent pas vraiment des termes. Mais ça donne déjà un point de vue sur un corpus, parce que nous, on travaille sur un corpus contenant différents textes représentatifs d'un domaine, là, dont on va décrire la terminologie. Mais l'extracteur nous donne tout de suite un aperçu du contenu terminologique de notre corpus. Et puis, en fait, il attire notre attention sur des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé au départ. Parce que si on connaît un petit peu le domaine, on s'attend à voir telle chose. Donc, je sais pas, changement climatique, hein. C'est vrai. Mais un extracteur va sortir des choses comme perturbation, catastrophe, des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Puis ça nous force en fait à regarder, à aller voir un petit peu plus loin, à regarder de quelle manière ces mots-là se comportent dans le corpus, regarder leur contexte. Donc oui, c'est un outil extrêmement précieux. On parlait de thermostat, qui Mhm, est mhm. un extracteur gratuit, Oui, conçu oui. par Patrick Drouin, dont on parlait un petit peu plus tôt. Mhm, Et effectivement, c'est un extracteur qui utilise une méthode qui fonctionne très, très bien parce et là, je vais donner une description euh, superficielle parce que c'est plus compliqué que ça, puis il faudrait parler au concepteur. Mais grosso modo, ce que Thermostat fait, c'est de prendre notre corpus spécialisé, donc par exemple un corpus qui porte sur les changements climatiques, et le comparer automatiquement à un corpus d'une autre nature. On va appeler un corpus de référence. Et donc, la comparaison des unités entre les deux corpus permet de faire ressortir des choses qui sont, donc déjà les choses qui n'apparaissent jamais dans le corpus de référence, mais aussi des choses qui sont beaucoup plus fréquentes ah dans oui, la notre corpus de fréquence. changement. C'est ça, dans le Hmm, corpus de changement climatique. mhm. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, au début, là, les premiers extracteurs de termes dans les années 90, il y avait une certaine
il y avait une certaine résistance de la part des terminologues. On n'était pas très convaincus de la qualité des résultats, mais plus ça va, moi, je ne connais plus de terminologues qui travaillent sans extractologue. Ah, OK. Ça fait Ben partie. oui, C'est bien. en fait, tous les textes maintenant sont en format électronique. Il y a aussi ce changement-là qui fait en sorte qu'on peut, dès le départ, travailler avec des outils informatiques, hein. Il y a eu une période de transition où on avait une partie des textes en format électronique, l'autre partie toujours en format papier. Donc, mais là, aujourd'hui, C'est vrai. c'est ça, tout est en format électronique. C'est vrai. C'est vrai. Donc, thermostat, on en avait parlé d'ailleurs, Patrick nous en avait parlé au balado sur l'incontournable, je l'avais intitulé L'incontournable Diatopix. Il nous avait parlé entre autres de thermostat, là, il nous avait fait un petit topo dessus. Et puis, tu parlais de d'autres choses, tu m'avais parlé aussi des concordanciers ça, on est plus habitués, nous, les traducteurs et traductrices, à travailler avec les concordanciers. C'est sous forme de bitexte, hein, c'est ça? C'est, Ben, en fait, les terminologues vont plutôt travailler, pas toujours avec les bitextes, le plus souvent avec des textes, des corpus de textes mhm. d'une seule langue. Entier, là. Ah, OK, oui, unilingue. Ouais, OK. donc, c'est plutôt rare, en fait. Il existe peu de bitextes ou peu de textes parallèles qu'on peut ensuite convertir en bitexte, là, qui portent sur un domaine sur lequel on travaille. Donc, il y a une question Ça, c'est d'accessibilité l'autre qui se pose. chose. Je suis en train de me rendre compte que nous, on travaille toujours donc toujours l'anglais-français. Et on parlait, je ne sais pas, est-ce qu'on parle encore de découpage de la réalité en terminologie? Je me rappelle qu'on parlait de ça, que le découpage, je ne sais plus si c'est peut-être pas en terminologie, c'était peut-être plus en stylistique comparé. Mais le Ou découpage de la peut-être, mais réalité, ouais, moi j'en parle un petit peu, mais on va parler ouais, quand on parle d'équivalence, on parle oui. de découpage différent de la réalité ou non-isomorphie, là. Quand on a des Ah, codes c'est ça. d'un concept qui est délimité d'une certaine manière dans une langue, mais pas délimité de la même manière dans une autre. Et puis là, il y a non-isomorphie parce qu'il n'y a pas d'équivalence parfaite là, C'est ça. C'est entre les ça. termes. Donc ça complique les choses pour nous en traduction, pour faire des fiches, là. Je veux dire, Oui. ça peut obliger à faire deux ou trois fiches dans une langue, puis une seule dans l'autre langue, puis faire des renvois entre les... En ouais. terminologie aussi, hein, les Ah oui? non-équivalents. La terminologie est mieux équipée pour gérer l'équivalence exacte OK. que les cas d'équivalence partielle ou d'autres C'est cas plus ça, hein, compliqués comme ça, hein. c'est ça, parce que ça, c'est vraiment un problème. Puis aussi, tu as parlé de biome et de envo, c'est ça? C'est deux. Est-ce que j'avais bien compris? On en avait parlé dans notre Euh, rencontre préparatoire pour l'organisation, euh, à moins que je me trompe. OK. Envo, en fait, c'est une ontologie Ah, c'est quand qui on a porte sur, parlé d'ontologie. C'est ça. voilà, Ah, puis ça, c'est intéressant. Oui. c'est une ontologie qui porte sur le domaine de l'environnement, parce qu'en fait, dans le web, il y a énormément d'ontologies qui portent sur toutes sortes de domaines qui sont en libre accès. La plupart, il y en a beaucoup qui portent sur le domaine médical parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits là, pour développer des ontologies médicales. Mais en Vaud, je la connais parce que comme je travaille sur le domaine de l'environnement, je la consulte régulièrement. Et c'est une ontologie qui représente les liens entre les concepts d'environnement et qui a aussi donc un module graphique. Donc, on peut voir ces liens-là sous forme de graphes, là, si on veut. Donc, on peut les voir sous forme de texte, mais aussi sous forme de graphes. Donc, tout ça, c'est libre. Si vous tapez ontologie ou ontology en vous, vous allez la retrouver facilement là, C'est en français ou en anglais? Est-ce que c'est... Oui, ben ça, voilà. Ça, c'est une question, une question OK. intéressante. Les ontologies représentent des concepts. Donc, normalement, une ontologie est indépendante des langues. Oh, Typiquement, on utilise l'anglais comme langue de représentation, mais dans ces ontologies, certaines d'entre elles, on va donner aussi les noms des concepts dans d'autres langues. Je ne me rappelle plus si on le fait dans Envo, je ne suis pas certaine, mais dans d'autres ontologies, donc on va
proposer la présentation du concept et ensuite, derrière, les noms de ce concept-là dans différentes langues. OK, c'est vraiment intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de découpage de la réalité différent. Ça devient un problème dans une ontologie si on commence à mettre des langues de différentes structures, différentes. Ah ah, je vois. Tout à fait, tout à fait. Puis ça, c'est un domaine que je connais moins, mais en Europe, on essaie de développer Ah, des systèmes pour ouais, essayer j'imagine. de faire communiquer entre eux des systèmes juridiques différents. Oh Alors, eux, wow, oh wow. ils ont tout un travail, là. Ouais. Nous, on a juste deux systèmes juridiques au Canada, puis c'est pas toujours facile. J'imagine qu'en Europe, ça doit être quelque chose. Puis biome, c'était aussi une ontologie? Biome? Euh, je ne la connais pas, celle-là. OK, c'est moi qui ai mal pris mes notes. Mm. Alors, Non, ou bien c'est moi qui, voilà, OK, je connais pas. ah, OK. Alors, puis il y avait aussi l'encodage de données. Ça, c'est un autre. Ça, c'est plus. C'est comment je pourrais dire, des compétences que vous devez développer. Ça fait partie, là, comme tu me disais, de plus en plus, vous êtes dans le numérique. Tout est des numériques. Donc, l'encodage de données a dû prendre une place, une expansion qu'il n'y avait pas au début. C'est. Oui, tout à fait. Donc, bon, on utilise encore le terme fiche là, mais Ah! la fiche, elle est éclatée en fait. Hein. Donc, il y a eu une période où on utilisait beaucoup des systèmes de gestion de bases de données. Euh, Maintenant, c'est beaucoup XML. Euh, donc, il existe aussi des normes d'encodage de données terminologiques, donc des normes qui sont auxquelles font référence certains organismes de terminologie. Donc, je pense que la Banque de terminologie IATE de la Commission européenne s'aligne là, sur, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'elle s'aligne sur ces normes-là. Oui, donc ça fait partie des compétences d'un terminologue de pouvoir créer des fiches en XML, de pouvoir les enrichir sans forcément être un expert là, de ces langages-là, mais de pouvoir se débrouiller avec un éditeur XML. Et je terminerai en faisant un lien avec la dernière entrevue que j'ai eue avec M. Barabé, qui disait, parce qu'il a quitté la présidence de l'OTIAC, et là, je lui demandais c'est quoi ses projets. Et un des projets qui s'en vient, je ne sais pas quand est-ce que ça va avoir lieu, c'est d'amener une collaboration entre les traducteurs membres, évidemment, de l'OTIAC et l'OQLF pour que les traducteurs versent le fruit de leur travail dans le GDT, j'imagine, là. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Je me disais, si, là, j'imagine qu'il va y avoir à mettre une structure en place et tout ça. Donc, ça va être à suivre, je pense. Je sais Oui, pas si. c'est des initiatives intéressantes, puis c'est drôle parce qu'en fait, Termium est un peu né comme ça. Oui, Euh, à l'Université de Montréal, hein? Termium, l'origine de Termium, en fait, je pense qu'au départ, ils ont versé les fiches que les traducteurs rédigeaient. C'est Ils ont ça. versé ces fiches-là. Donc là, on propose Ah, une idée un peu semblable, mais avec l'OQLF et le GDT, c'est j'imagine, ça. le Grand Hey, Dictionnaire c'est vrai ce que tu terminologique. disais, Marie-Claude, parce que quand Donald Barabé est venu, c'est ça qui nous a relaté l'histoire je ne sais pas si c'était des terminologues, en tout cas ceux qui passaient dans le bureau des traducteurs durant la nuit pour ne pas les déranger pendant le jour, puis aller chercher leurs fiches, puis Là, je connaissais pas ça. oh non, moi je trouvais que c'était digne d'un film d'espionnage. Je ne sais Oui, pas comment mais ils je ont fait pense que ça. l'OQLF avait aussi, une certaine époque, je sais pas si ça se fait encore, mis en place une initiative de collaboration avec les journalistes. Parce que les journalistes Ah, aussi sont souvent aux premières loges, certains nouveaux termes qui sont OK. utilisés dans la presse ou un nouveau terme utilisé par un politicien ou quelqu'un Oui, qu'ils interviewent. ouais. Ils avaient mis en place une collaboration pour pouvoir justement tirer profit là, C'est de ça. cet accès qu'ils avaient à de la néologie. Oui. C'est vrai, on a oublié de parler de néologie. Il va falloir que tu reviennes. Ouais.
Je vais te laisser aller parce que notre heure est bouclée. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Et puis, l'enregistrement, pour ceux qui nous écoutent, va être demain sur la chaîne de Traninter, la chaîne YouTube. Merci beaucoup, Marie-Claude. Ben, merci à toi, hein. Au Merci à ceux revoir. qui étaient là. Écoute, au revoir.